On dit que les moments les plus difficiles sont ceux qu'on ne voit jamais venir. Ce Noël-là, mon fils m'a hurlé dessus au milieu de la pièce bondée, ses mots me transperçant comme des éclats de glace. « Tu gâches tout !» Je sens encore la morsure de sa voix résonner en moi, le poids de tout l'amour que j'avais déversé accueilli par le mépris. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier. Je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer d'ouvrir mon cœur. Je m'appelle Martine et j'ai 73 ans. Je vis dans un petit appartement à Lille, dans un quartier où le vent de la plaine des Flandres vous glace jusqu'aux os et où le tramway fait trembler les fenêtres toutes les 15 minutes. Chaque matin depuis 8 ans, depuis la mort d'Henri, je me réveille avant l'aube, avec l'odeur de la neige humide et du café soluble qui infuse dans ma minuscule cuisine. Le plancher grince sous mes chaussons usés tandis que je me traîne dans des pièces remplies de souvenirs. Des photographies délavées sur chaque surface, leurs couleurs ternies par le temps et les larmes que j'ai versées en silence. Ce matin de Noël avait commencé comme tant d'autres. J'avais passé des semaines à tout préparer, mon arthrose hurlant dans mes phalanges alors que j'emballais des cadeaux que je ne pouvais pas vraiment me permettre, ma petite retraite étant tirée à l'extrême. La nappe rouge que j'ai étalée sur ma table de salle à manger était la même qu'Henri et moi avions achetée aux Galeries Lafayette il y a 35 ans, à l'époque où nous pensions avoir des décennies de fêtes devant nous. Aujourd'hui, elle était délavée et déchirée sur les bords, comme tout le reste dans ma vie. Je me souviens d'être debout dans ma cuisine à 5h30 ce matin-là, épluchant des pommes de terre pour le festin que j'avais prévu. Mes mains tremblaient, non pas de froid, mais d'épuisement. J'avais été éveillée la majeure partie de la nuit, l'esprit tourmenté par l'inquiétude de savoir si j'avais assez cuisiné, si les cadeaux seraient assez bien, si cette fois, peut-être cette fois, ma famille me regarderait avec l'amour dont je me souvenais des années passées. L'appartement sentait la cannelle et le regret. J'avais préparé 4 tartes différentes, même si mon médecin m'avait prévenu de ne pas rester debout trop longtemps. Mon dos me faisait un mal de chien, mais j'ai tenu bon. Je tenais toujours bon. C'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Nous endurons, nous nous sacrifions, nous donnons jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que l'écho creux de notre propre respiration. J'attendais des rires ce jour-là. J'attendais le pardon pour les crimes invisibles que j'avais commis à leurs yeux. J'attendais une famille unie autour de ma table, reconnaissante envers la femme qui avait passé sa vie à faire passer leurs besoins avant les siens. Au lieu de cela, j'ai été accueillie par des mines froides, des critiques murmurées, et enfin, son explosion qui a brisé ce qui restait de mon esprit. Mais j'anticipe. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Laissez-moi vous parler des années de petites coupures, des 1000 blessures minuscules qui m'ont vidé de mon sang. Savez-vous ce que c'est que d'aimer quelqu'un si complètement que vous vous perdez dans le processus? De donner et donner, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus qui vous êtes, sans que leurs besoins ne définissent votre existence. J'ai été l'encre de notre famille d'aussi loin que je me souvienne. Silencieuse, patiente, donnant sans fin. Quand Mathieu avait 25 ans, fraîchement diplômé d'une école de commerce avec un diplôme qu'il avait à peine mérité, j'ai vidé mon compte épargne pour l'aider à emménager dans son premier appartement dans le quartier de Ralil. 12 000 €, de l'argent qu'Henri et moi avions économisé pour des voyages de retraite que nous ne ferions jamais. Je me suis dit que c'était un investissement dans son avenir, ravalant le doute qui me nouait la gorge chaque fois que je regardais mon relevé de compte épuisé. « Tu me remercieras un jour ?» me suis-je murmuré en signant le chèque, ma main tremblant non pas à cause de l'âge, mais de la peur de commettre une terrible erreur. Après la mort d'Henri, quand l'argent de l'assurance vie est arrivé, je me suis occupée de mes petits-enfants pendant les longues journées de travail de leurs parents. Emma avait alors 8 ans, Théo 5, et la petite Sarah marchait à peine. J'allais les chercher à l'école, je les aidais avec leurs devoirs, je préparais le dîner, je leur donnais le bain, je lisais des histoires avant de dormir. Mon propre chagrin m'étouffait, mais je le refoulais, l'enfouissais sous leurs besoins. « Mamie est là », disais-je avec un sourire qui ressemblait à des éclats de verre dans ma bouche. Tout va bien se passer, mais tout n'allait pas bien. Chaque merci semblait creux, joué. La gratitude me glissait entre les doigts comme du sable.
ne laissant derrière elle que des attentes. Plus de garde d'enfants, plus d'argent, plus de moi-même, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide, reproduisant les gestes de l'amour. Je me souviens d'un soir de février particulièrement froid, où j'avais gardé les enfants pendant 12 heures d'affilée. La femme de Mathieu, Juliette, est rentrée de son travail au cabinet d'avocat, ses talons de marque claquant sur mon linoléum usé. Elle m'a à peine regardée en rassemblant ses enfants, sa voix tranchante de fatigue et d'autres choses, du ressentiment peut-être. Ou le sentiment que tout lui était dû. « Merci maman », a-t-elle dit, mais les mots étaient plats, automatiques, comme remercier une caissière au supermarché. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé, désespérée d'établir un lien, une reconnaissance que j'étais plus qu'une baby-sitter gratuite. « Longue », a-t-elle répondu, se détournant déjà. « Allez les enfants, on rentre à la maison. » Et voilà, ils étaient repartis. Aucune invitation à dîner, aucune offre pour m'aider à nettoyer le chaos de jouets et de miettes de goûter qu'ils avaient laissés derrière eux. Je suis restée dans mon appartement vide, le silence m'oppressant comme un poids physique, et je me suis demandé quand j'étais devenue invisible aux yeux de ma propre famille. Les appels téléphoniques sont devenus plus courts, moins fréquents. Quand j'appelais pour prendre des nouvelles, pour entendre leur voix, je sentais l'impatience dans leurs réponses. « On est occupé, maman. »« Je peux pas parler maintenant. Je te rappelle. » Mais ils ne rappelaient jamais. Et peu à peu, j'ai cessé d'appeler la première. Des silences froids accueillaient mes demandes d'aide. Lorsque ma machine à laver est tombée en panne et que j'ai demandé à Mathieu s'il pouvait m'aider à la faire réparer, il a soupiré lourdement au téléphone. « Tu ne peux pas simplement appeler un réparateur? Je n'ai pas le temps pour ça en ce moment. » Le temps. Il n'avait pas de temps pour la femme qui lui avait donné chaque minute de sa vie pendant 32 ans. Quand mon arthrose a empiré au point que je pouvais à peine ouvrir un bocal de cornichons, je l'ai mentionné à Juliette lors d'une de nos brèves conversations. « Tu exagères probablement », a-t-elle dit avec dédain. Ma grand-mère se plaignait toujours de douleur aussi. Exagérer. Comme si des décennies de travail acharné, de ménage, de service dans des restaurants et d'éducation d'enfants n'avaient pas eu de conséquences sur mon corps. Comme si la douleur qui me tenait éveillée la nuit n'était que dans mon imagination. J'ai commencé à douter de moi à ce moment-là. Étais-je trop en demande? Trop exigeante? L'amour que j'avais déversé au fil des ans n'était-il vraiment qu'une manipulation déguisée en sacrifice? Ces questions me rongeaient dans les heures sombres avant l'aube, lorsque la douleur dans mes articulations était la plus vive et que ma solitude ressemblait à une chose vivante, me dévorant de l'intérieur. Mais c'est la découverte que j'ai faite qui a tout changé, le moment où le doute s'est cristallisé en une certitude dévastatrice. Avez-vous déjà trouvé quelque chose qui a brisé toute votre compréhension de votre place dans le monde? Quelque chose qui vous a fait remettre en question chaque sacrifice, chaque gentillesse, chaque moment d'amour désintéressé? C'était un mardi soir de novembre, gris et glacial, porteur de la promesse de l'hiver. J'étais allée chez Mathieu pour déposer quelques-uns de mes fameux cookies aux pépites de chocolat. Une offrande de paix, bien que je ne sois pas sûre de ce pourquoi je m'excusais. Il n'était pas à la maison, mais Juliette m'a laissé entrer avec une irritation à peine dissimulée. « Laisse-les juste sur le comptoir », a-t-elle dit, se retournant déjà vers son ordinateur portable. « J'ai du travail à finir. » Alors que je disposais les cookies sur une assiette, essayant de leur donner un air spécial, invitant, aimé, j'ai renversé une pile de papier sur le comptoir. Des documents financiers se sont éparpillés sur la surface en granit, des relevés de comptes, des demandes de prêts, des portefeuilles d'investissement. En les ramassant, m'excusant profusément, un document a attiré mon attention. C'était une demande de prêt de 50 000 €. Ma signature était en bas, mais je n'avais jamais signé un tel document. Mes mains se sont mises à trembler alors que je regardais de plus près. Il y avait d'autres papiers, des comptes d'investissement ouverts à mon nom, des cartes de crédit que je n'avais jamais demandées, même un portefeuille de crypto-monnaies montrant des investissements en Bitcoin d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Mon fils utilisait mon identité, mon crédit, mon nom pour financer un style de vie que je ne pouvais même pas imaginer. Le portefeuille montrait des participations dans de grandes entreprises technologiques,
Apple, Google, Tesla. Il y avait mention d'investissements immobiliers, d'une entreprise qui avait apparemment échoué de façon spectaculaire. Des centaines de milliers d'euros entrant et sortant de comptes dont j'ignorais l'existence. De l'argent qui avait été emprunté sur la valeur de ma maison, sur mon avenir, sans que je le sache ou que j'y consente. Je me suis effondrée dans leur coûteux fauteuil en cuir, mes jambes soudain incapables de me soutenir. La pièce tournait autour de moi, les photos de famille soigneusement disposées sur leur cheminée se brouillant à travers mes larmes. Depuis combien de temps cela durait-il? Quelle part de leur vie confortable, la cuisine rénovée, les voitures neuves, l'école privée pour les enfants, avait été construite sur mon identité volée? Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai retourné mon appartement à la recherche de tout autre signe de tromperie. J'ai trouvé d'autres papiers cachés dans des endroits où j'avais oublié de les mettre, des documents que j'avais signés sans lire attentivement, faisant entièrement confiance à mon fils. Des formulaires de procuration, des changements de bénéficiaires d'assurance. Même l'acte de propriété de mon appartement avait été modifié pour inclure le nom de Mathieu. Je n'étais plus la propriétaire de ma propre vie. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, entourée des preuves de ma propre crédulité, le linoléum froid contre mes os, et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. La femme sur les photos de famille éparpillées autour de moi, la jeune mère tenant son bébé, la grand-mère fière aux anniversaires et aux remises de diplômes, elle avait disparu. À sa place, se trouvait cette coquille vide d'une personne qui avait été si désespérée d'amour qu'elle avait renoncé à son existence même. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où Mathieu m'avait encouragée à signer des papiers juste pour simplifier les choses. Toutes les fois où il avait proposé de m'aider à gérer mes finances parce que ça devient compliqué, maman, et tu ne comprends pas ces systèmes bancaires modernes. Je comprenais parfaitement maintenant. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Quand mon fils a appelé pour demander de l'argent pour les cours de danse classique d'Emma, juste 200 € maman, et je sais que c'est beaucoup, mais elle est vraiment douée et ça pourrait être son avenir. J'ai dit non. Le mot semblait étranger dans ma bouche, comme si je parlais une langue que je n'avais jamais apprise. Mais il semblait aussi puissant. Libérateur. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, de la confusion. Comment ça, non? Je veux dire non, Mathieu. Je ne peux plus t'aider avec l'argent. Mais maman, c'est pour Emma, ta petite fille. Tu ne veux pas soutenir ses rêves? La culpabilité est revenue en force, comme toujours. Mais cette fois, j'ai tenu bon. Je suis sûre que Juliette et toi pouvez trouver une solution. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse argumenter davantage, mon cœur battant comme si je venais de courir un marathon. C'était la première fois de ma vie d'adulte que je refusais d'aider mon enfant, et c'était à la fois terrifiant et exaltant. La confrontation que je redoutais a eu lieu 2 jours plus tard. Mathieu s'est présenté à mon appartement sans prévenir, son visage dur avec une émotion que je n'avais jamais vue diriger contre moi. Pas de la déception ou de la frustration. Ça, je connaissais bien. C'était plus proche du mépris. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit, me bousculant pour entrer dans mon salon sans y être invité. Juliette était avec lui, les bras croisés, son manteau de marque encore boutonné comme si elle avait hâte de partir. Derrière eux, l'air mal à l'aise et confuse, se tenait ma fille Lise, qui vivait à Bruxelles et ne venait que rarement. « Assieds-toi, maman, » dit Mathieu, sa voix froide et autoritaire. « On a discuté, et on pense que tu fais une sorte de crise de nerfs. » Une crise de nerfs. Parce que j'avais dit non à une demande d'argent. « Je vais bien, » dis-je doucement, mais je pouvais entendre l'incertitude dans ma propre voix. Des années de doute de soi ne s'évaporent pas du jour au lendemain. « Tu ne vas pas bien, » intervint Juliette. « Tu es paranoïaque et irrationnelle. Mathieu m'a parlé de tes accusations concernant les papiers financiers. C'est de la pensée délirante, maman. Délirante. » Le mot m'a frappé comme un coup. Lise bougea inconfortablement sur sa chaise. Peut-être qu'on devrait tous se calmer et... Non, interrompit Mathieu. Ça a assez duré. Maman, tu as signé ces papiers volontairement. J'ai des témoins. Tu m'as demandé de t'aider à gérer tes finances
Parce que tu disais que tu ne pouvais plus gérer la complexité. Le mensonge était si lisse, si confiant, que pendant un instant j'ai presque cru moi-même. Avais-je demandé de l'aide? Avais-je volontairement renoncé à mon indépendance? Mais ensuite, je me suis souvenu de l'expression de surprise sur son visage quand j'avais trouvé ses papiers. La panique dans ses yeux avant qu'il ne se reprenne. Il mentait, et nous le savions tous les deux. Je n'ai jamais accepté que tu contractes des prêts à mon nom, dis-je, ma voix plus forte maintenant. Tu es confuse, maman. Tu es vieille, et tu es seule, et tu ne penses pas clairement. Vieille. Seule. Confuse. Chaque mot était un coup de couteau, conçu pour me faire douter de mes propres perceptions, de ma propre réalité. J'ai regardé ma fille, espérant du soutien, que quelqu'un me défende. Mais Lise fixait le sol, ne voulant pas s'impliquer dans ce qu'elle considérait clairement comme un conflit familial qui ne la concernait pas. La manipulation a continué pendant près d'1 heure. Ils ont tordu chaque conversation que nous avions jamais eue, recadré chaque acte de générosité comme une preuve de mon déclin mental. Selon eux, j'étais un fardeau devenu trop dépendant de leur gentillesse. Ils étaient les victimes de mes exigences déraisonnables et de mes délires paranoïaques. Quand ils sont partis, je me sentais complètement vide. Peut-être avaient-ils raison. Peut-être que je perdais la tête. Peut-être que les documents financiers que j'avais trouvés étaient exactement ce que Mathieu disait qu'ils étaient, des documents légaux que j'avais signés et simplement oubliés. Mais cette nuit-là, assise dans ma cuisine avec une tasse de camomille, quelque chose que Madame Dubois, ma voisine de palier, m'avait dit m'est revenu à l'esprit. Elle avait 85 ans et était vive comme l'éclair, et elle avait vécu suffisamment de drames familiaux pour en reconnaître les signes. Ma petite, m'avait-elle dit quelques semaines plus tôt, quand les gens vous font douter de vos propres yeux, de votre propre mémoire, de votre propre cœur, c'est là que vous savez qu'on ne peut pas leur faire confiance. J'ai pensé à ça en regardant par ma fenêtre les lumières de la ville. J'ai pensé à la femme que j'étais avant de commencer à remettre en question chaque instinct, chaque souvenir, chaque sentiment qui ne correspondait pas à ce que ma famille voulait que je croie. Savez-vous ce que l'on ressent de l'intérieur quand on subit un détournement cognitif? C'est comme être perdu dans un labyrinthe où chaque chemin que vous pensiez vous rappeler a été déplacé, où vos propres pas deviennent étranges et étrangers. Mais parfois, si vous êtes très silencieux et très immobile, vous pouvez entendre la vérité murmurer sous tous les mensonges. Les semaines précédant Noël furent une danse prudente d'évitement et de fausse normalité. Mathieu appelait moins fréquemment, et quand il le faisait, sa voix portait une froideur que je n'avais jamais entendue auparavant. Juliette n'amenait plus du tout les enfants. Lise envoyait des textos laconiques demandant comment j'allais, mais n'attendait jamais une vraie réponse. J'ai passé ces jours gris de décembre dans une sorte de limbe, remettant en question tout ce que je pensais savoir sur ma famille et ma place dans leur vie. L'appartement semblait différent maintenant. Non pas comme une maison remplie de souvenirs, mais comme un musée d'une vie dont je n'étais plus sûre qu'elle ait été réelle. Je me surprenais à rester debout devant de vieilles photographies, à étudier des visages que j'avais aimés complètement, cherchant des signes de la tromperie que j'avais manquée. Quand Mathieu avait-il appris à mentir si convaincante? Quand les sourires de Juliette étaient-ils devenus des masques? Quand étais-je devenue si désespérée de leur approbation que j'avais cessé de faire confiance à mes propres perceptions? L'isolement était écrasant. Je n'avais pas réalisé à quel point mon sens de l'identité était devenu lié au fait d'être nécessaire pour eux. Sans leurs exigences, leurs crises, leurs demandes constantes d'aide, je me sentais à la dérive, sans but. J'ai commencé à faire de longues promenades le long de la Deûle, emmitouflée contre le vent de décembre, regardant la glace se former le long des berges. L'air froid me clarifiait les idées d'une manière que l'appartement étouffant ne pouvait pas. Là-bas, avec la vaste étendue d'eau s'étendant à l'horizon, je pouvais à nouveau respirer. C'est lors d'une de ces promenades que j'ai rencontré Éléonore, une femme de mon âge qui était assise sur un banc à nourrir les pigeons malgré le froid glacial. Ils ont plus faim en hiver, a-t-elle expliqué quand je me suis arrêtée pour regarder. Tout a plus faim en hiver. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a poussée à m'asseoir à côté d'elle, et avant même de m'en rendre compte, nous parlions. Vraiment parler, d'une manière que je n'avais pas faite avec une autre personne depuis des années.
Elle a écouté sans jugement alors que je lui parlais des documents financiers, de la façon dont ma famille m'avait fait douter de ma propre santé mentale. J'ai eu une fille qui a fait quelque chose de similaire, a dit Éléonore doucement. Elle m'a convaincue que je perdais la mémoire pour pouvoir prendre le contrôle de mes comptes. Il m'a fallu 2 ans pour démêler le gâchis qu'elle avait fait de mes finances. Mais c'était votre fille, ai-je dit, comme si cela aurait dû protéger Éléonore d'une telle trahison. Éléonore a ri, mais ce n'était pas un son joyeux. Être de la famille ne rend pas quelqu'un digne de confiance, ma chère. Parfois, cela ne fait qu'aggraver la douleur de la trahison. Elle m'a donné le numéro d'une avocate spécialisée dans l'abus de faiblesse sur personnes âgées. « N'attendez pas », a-t-elle dit fermement. « Ces choses ne s'améliorent pas d'elles-mêmes. Elles ne font qu'empirer. » Cette nuit-là, je suis restée assise avec la carte de visite de l'avocate dans mes mains tremblantes, effrayée de passer l'appel qui confirmerait ce que je savais déjà. Mais encore plus effrayée de ce qui arriverait si je ne le faisais pas. J'ai appelé le lendemain matin. Maître Isabelle Chevalier était plus jeune que je ne l'avais imaginé, probablement la quarantaine, avec des yeux bienveillants et une manière directe qui me rappelait la directrice d'école avec qui j'avais été amie. Elle est venue à mon appartement le jour même, étalant les documents financiers que j'avais rassemblés sur ma table de salle à manger comme les pièces d'un puzzle. « Madame Lefebvre » a-t-elle dit après avoir tout examiné, sa voix douce mais ferme, « Vous avez été victime d'usurpation d'identité et d'abus de faiblesse. Les prêts contractés à votre nom sont considérables. Votre fils et votre belle-fille ont utilisé votre crédit et vos informations personnelles pour financer leur style de vie depuis au moins 3 ans. 3 ans. Depuis peu de temps après la mort d'Henri, quand j'étais la plus vulnérable, la plus désespérée de liens. « Que dois-je faire ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. « D'abord, nous signalons cela aux autorités. Ensuite, nous entamons le processus pour récupérer votre identité financière. Ce ne sera pas facile et ce ne sera pas rapide. Mais vous avez des droits et nous allons nous assurer qu'ils sont protégés. » Alors qu'elle expliquait le processus juridique qui nous attendait, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La validation. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas paranoïaque. Je n'étais pas une vieille femme confuse lançant des accusations déraisonnables. J'étais victime de crimes commis par des gens que j'avais aimés inconditionnellement. Cette prise de conscience aurait dû me donner de la force. Au lieu de cela, c'était comme une autre mort. La mort de la famille que je pensais avoir. La mort du fils que je croyais avoir élevé pour être honnête et gentil. La veille de Noël est arrivée, grise et froide, avec la promesse de neige dans les lourds nuages suspendus au-dessus de la ville. J'avais passé la matinée à nettoyer mon appartement, non pas pour des invités, je n'en attendais aucun, mais parce que la routine me donnait quelque chose à faire de mes mains pendant que mon esprit tournait. L'avocate avait déposé les premiers rapports, et Mathieu recevrait des papiers après les fêtes. Je n'avais pas encore décidé si je devais lui dire que je savais ce qu'il avait fait avant que les autorités ne le contactent, ou si je devais le laisser le découvrir à la dure. Une partie de moi espérait encore une réconciliation. Croyait encore que peut-être, si je lui expliquais à quel point il m'avait blessée, si je lui montrais les preuves de ce que ses actions m'avaient coûté financièrement et émotionnellement, il pourrait s'excuser. Réparer les choses. Redevenir le fils que je pensais qu'il était. C'est ça, l'espoir quand on est plus âgé. Il devient à la fois plus précieux et plus dangereux. Vous avez moins de temps pour croire aux secondes chances, ce qui vous fait vous y accrocher plus désespérément, même quand la logique vous dit de laisser tomber. L'appel est arrivé à 14 heures. « Maman ?» La voix de Mathieu semblait tendue, incertaine. « Il faut qu'on parle. »« De quoi ?» ai-je demandé, bien que nous sachions tous les deux. « Du dîner de Noël demain. De la famille. » Il y eut une longue pause. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan. Juliette parlant à quelqu'un, des enfants riant devant la télévision. « Je veux que tu saches, » a-t-il continué, « que malgré nos récents, différents. Tu es toujours la bienvenue demain. Les enfants demandent après leur grand-mère. Demandaient-ils vraiment? Ou était-ce une autre manipulation, utilisant l'affection supposée de mes petits-enfants comme appât pour me ramener dans leur toile? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée en ce moment.
Maman, s'il te plaît. C'est Noël. Une famille devrait être ensemble à Noël. Famille. Le mot qui avait défini toute ma vie d'adulte, pour lequel j'avais tout sacrifié, qui avait été utilisé comme une arme contre moi plus de fois que je ne pouvais compter. D'accord, m'entendis-je dire. À quelle heure? 14 heures. Et maman? S'il te plaît, ne parle pas de toutes ces histoires d'argent demain, d'accord? Passons juste un bon Noël en famille. Ne parle pas du fait que tu me voles depuis des années. Ne mentionne pas que tu as détruit ma confiance et ma sécurité financière. Ne gâche pas Noël avec la vérité dérangeante de ta trahison. Je te verrai demain, dis-je, et j'ai raccroché avant de pouvoir changer d'avis. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à regarder le plafond, écoutant le tramway passer devant mon immeuble toutes les 15 minutes. Dans quoi est-ce que je m'embarquais? Qu'attendait-il de moi? Le pardon? La prétention? Une soumission complète à leur version de la réalité? J'ai pensé aux mots d'Éléonore. Être de la famille ne rend pas quelqu'un digne de confiance. Parfois, cela ne fait qu'aggraver la douleur de la trahison. Mais ils étaient toujours ma seule famille. Sans eux, qui étais-je? Quel était le but de toutes ces années de sacrifice si je partais maintenant? Ce sont ces pensées qui piègent les femmes plus âgées comme moi, n'est-ce pas? La peur que se défendre signifie être seule. La terreur que d'exiger le respect signifie perdre tout amour. Je me suis levée avant l'aube le matin de Noël, comme toujours. J'ai préparé mon café, j'ai regardé la Deûle où la glace se formait en fines plaques le long de la rive. Le monde avait l'air propre et neuf sous sa couverture de neige fraîche, plein de possibilités et de promesses. Si seulement j'avais su que ce serait le dernier moment de paix que j'aurais pour longtemps. Je me suis habillée avec soin ce matin-là. Ma belle robe bleue, les boucles d'oreilles en perles qu'Henri m'avait offertes pour notre 20e anniversaire, une touche de rouge à lèvres qui me faisait me sentir plus moi-même. Je voulais avoir l'air digne, calme, digne de respect. J'ai apporté des petits pains faits maison et une bouteille de vin que je ne pouvais pas vraiment me permettre, mais que je sentais devoir apporter. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Même quand on sait qu'on entre dans une maison où votre valeur n'est mesurée qu'en fonction de ce que vous pouvez fournir. Le quartier de Ralil était devenu plus chic depuis que Mathieu et Juliette y avaient emménagé. Leur immeuble avait un concierge qui hochait poliment la tête en me laissant entrer, des sols en marbre dans le hall, un sapin de Noël décoré d'ornements dorés et argentés qui coûtait probablement plus que mon budget d'épicerie mensuel. Leur appartement était chaleureux et rempli des bruits de la famille, des rires d'enfants, de la musique de Noël en fond sonore, l'odeur de la dinde et de la farce à la sauge. Pendant un instant, debout sur leur seuil, j'ai ressenti une vague de l'ancienne nostalgie. C'était ce que j'avais voulu. C'était pour cela que j'avais travaillé, sacrifié, et me suis pliée en 4 pour le préserver. Mamie. Emma a couru pour me serrer dans ses bras, et pendant cet instant, tout le reste a disparu. Elle avait presque 11 ans maintenant, grande et gracieuse comme sa mère, mais elle serrait toujours dans ses bras avec l'abandon total de l'enfance. « Salut, ma chérie », lui ai-je murmuré dans les cheveux. « Tu m'as manqué. Toi aussi tu m'as manqué. J'ai répété mon morceau de piano et je veux te le jouer après le dîner. » Théo était plus réservé. À 8 ans, il apprenait déjà les dynamiques sociales compliquées de la loyauté familiale. Il m'a serré dans ses bras par devoir, mais n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à ses parents comme pour vérifier si son affection était appropriée. La petite Sarah avait 3 ans maintenant, et elle ne se souvenait pas bien de moi. Elle se cachait derrière les jambes de Juliette, jetant des regards curieux de temps en temps. « Maman ?» dit Mathieu, acceptant le vin que je lui offrais avec ce qui semblait être une chaleur sincère. « Merci d'être venu. » Les enfants étaient vraiment excités. Le sourire de Juliette était plus prudent, plus contrôlé, mais elle a fait les commentaires appropriés sur ma tenue, sur le plaisir de me voir. Pendant la première heure, tout semblait presque normal. Nous avons parlé de sujets sans danger, les activités scolaires des enfants, le temps, les projets pour le nouvel an. J'ai aidé en cuisine, retombant dans le rôle familier de la grand-mère serviable, la paire de mains supplémentaire qui rendait tout plus facile pour tout le monde. Mais je pouvais sentir la tension sous le vernis agréable, la manière prudente dont les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce.
Les regards significatifs échangés entre Mathieu et Juliette quand ils pensaient que je ne regardais pas. Ils attendaient quelque chose. Ils préparaient quelque chose. L'explosion est venue, comme les explosions le font, sans avertissement. Nous étions réunis dans le salon après le dîner, les enfants jouant avec leurs nouveaux jouets, les adultes sirotant des verres de vin et de lait de poule. J'étais assise par terre avec Sarah, l'aidant à habiller une nouvelle poupée, quand Emma s'est approchée avec un cadeau emballé. « C'est pour toi, mamie, » dit-elle timidement. « Je l'ai choisi moi-même. » À l'intérieur du papier cadeau se trouvait un petit cadre photo contenant un dessin qu'Emma avait fait, des bonshommes allumettes étiquetés « Ma famille » avec mamie debout sur le côté, visiblement séparée des autres. « C'est magnifique, ma chérie, » dis-je, sincèrement. L'art des enfants a une honnêteté dévastatrice que les adultes passent leur vie à apprendre à cacher. « Lis le dos », m'incita Emma. J'ai retourné le cadre. Dans l'écriture soignée d'Emma en CE2, à mamie qui nous aime même quand elle ne peut plus être avec nous. Même quand elle ne peut plus être avec nous. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. J'ai levé les yeux brusquement vers Mathieu, qui étudiait son verre de vin avec une concentration intense. « Qu'est-ce que ça veut dire, Emma ?» ai-je demandé prudemment. « Papa a dit que tu es malade et que tu ne peux plus t'occuper de nous. Il a dit que tu iras peut-être vivre ailleurs où il y a des médecins pour t'aider. » La pièce est devenue complètement silencieuse, à l'exception de la musique de Noël, qui jouait toujours doucement en arrière-plan. Théo avait l'air confus. Sarah continuait à jouer avec ses jouets, mais Emma me regardait avec la conscience aiguë qu'ont les enfants quand ils sentent un drame d'adulte qu'ils ne comprennent pas. « Je ne suis pas malade, ma chérie, » dis-je doucement, ma voix stable malgré la fureur qui montait en moi. « Je ne sais pas pourquoi papa dirait ça. »« Maman ?» dit rapidement Mathieu. « On n'a pas besoin de discuter de ça maintenant. »« Oh !» Je pense qu'on a absolument besoin de discuter de ça maintenant. L'interrompis-je, me levant du sol avec le dessin d'Emma toujours serré dans mes mains. Qu'est-ce que vous avez raconté exactement aux enfants à mon sujet? Juliette bougea inconfortablement sur sa chaise. Nous les préparions à la possibilité que tu aies besoin de soins spécialisés, compte tenu de ton comportement récent. Mon comportement récent? Les accusations paranoïaques, les délires financiers, la colère irrationnelle. La voix de Mathieu prenait ce ton froid et autoritaire que j'avais déjà entendu. Nous pensons que c'est peut-être un début de démence. La démence. Il racontait aux gens que j'avais la démence. Et je suppose que ce diagnostic commode signifie que vous devrez prendre complètement en charge mes finances, dis-je, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Pour ma propre protection, bien sûr. Maman, s'il te plaît. Les enfants. Les enfants méritent de savoir qui est vraiment leur grand-mère, dis-je, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Pas une folle imaginaire que vous avez inventée pour justifier de me voler. C'est là qu'il a explosé. « Tu gâches tout !» hurla Mathieu, son visage rouge d'une rage que je n'avais jamais vue auparavant. « On t'invite chez nous, on essaie de t'inclure dans notre famille, et tu lances ces accusations insensées. Tu es malade, maman. Tu as besoin d'aide. » Les enfants se sont figés. Sarah s'est mise à pleurer. Emma s'est éloignée de nous deux, les yeux écarquillés de peur et de confusion. « Arrête, » dis-je doucement. « Tu leur fais peur. » Je leur fais peur? C'est toi qui fais des affirmations folles sur une fraude financière. C'est toi qui ne peux pas lâcher tes fantasmes paranoïaques assez longtemps pour profiter de Noël avec tes petits-enfants. Les mots continuaient de fuser, chacun conçu pour blesser, pour diminuer, pour me faire douter de tout ce que je savais être vrai. Selon lui, j'étais délirante, manipulatrice, amère et de plus en plus dangereuse pour les enfants. Juliette s'est jointe à lui, sa voix tranchante de frustration et de quelque chose qui ressemblait presque à de la haine. « On a essayé d'être patient avec toi, mais trop c'est trop. Tu ne peux pas continuer à perturber nos vies avec ces épisodes. » Épisodes. Comme si me battre pour ma propre survie financière était une crise de santé mentale. J'ai regardé autour de la pièce, le visage furieux de mon fils, le mépris froid de Juliette, mes petits-enfants blottis ensemble sur le canapé, l'air terrifié et confus. Ce n'était plus ma famille. Peut-être que ça n'avait jamais été la famille que je pensais. « Je vais partir maintenant.
dis-je doucement, rassemblant mon sac à main et mon manteau. Bien, cracha Mathieu. Peut-être que tu pourras utiliser ce temps pour réfléchir à obtenir l'aide dont tu as manifestement besoin. Je me suis dirigée vers l'endroit où Emma était assise, son dessin toujours dans mes mains. Je me suis agenouillée pour que nous soyons à la même hauteur. Emma, ma chérie, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Je t'aime très fort, et je ne suis pas malade. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur des choses, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un est malade, ou a tort, ou est méchant. Tu comprends? Elle a hoché la tête, des larmes dans les yeux. Je lui ai embrassé le front, j'ai fait un signe de la main à Théo et Sarah, et je suis sortie de cet appartement avec plus de dignité que je ne pensais en posséder. La descente en ascenseur jusqu'au hall m'a semblé être une descente vers une nouvelle vie, une où je n'étais plus définie par leurs besoins, leurs exigences, leur version de qui je devais être. Je suis sortie dans la soirée de décembre, la neige craquant sous mes pieds, les lumières de la ville se reflétant sur les rues blanches comme des étoiles éparpillées. J'étais seule pour la première fois de ma vie d'adulte, mais je n'étais pas brisée. J'étais libre. Savez-vous ce que l'on ressent quand on réalise que les personnes que vous avez le plus aimées au monde ne vous voient que comme une ressource à gérer? Le moment où vous comprenez que tous vos sacrifices, tous vos compromis, tout votre don sans fin n'avait rien à voir avec l'amour? C'est dévastateur. Mais c'est aussi libérateur d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai marché les 6 rues jusqu'à mon immeuble, mes joues brûlant de froid et de larmes que je n'ai pas essayé de cacher. Madame Dubois était dans le hall en train de vérifier son courrier, et elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a su. « Un café ?» a-t-elle simplement demandé. « S'il vous plaît. » Nous nous sommes assises dans sa cuisine, qui était identique à la mienne mais en quelque sorte plus chaleureuse, remplie de l'odeur de cannelle et de vanille, et de décennies de repas partagés avec des gens qui la valorisaient vraiment. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a juste écouté pendant que je lui racontais tout, le dîner, les accusations, l'explosion de Mathieu, la terrible prise de conscience qu'ils avaient de prévu de me faire déclarer incompétente. Il a préparé ça depuis des mois, dis-je, la compréhension devenant claire pour la première fois. Les papiers que j'ai signés, la confusion financière, dire aux gens que j'avais des problèmes de mémoire, tout menait à ça. Madame Dubois a hoché la tête sombrement. Mon voisin à Marseille a vécu la même chose avec son plus jeune fils. Ils l'ont mis dans une maison de retraite et ont pris le contrôle de ses biens en moins de 6 mois. Mais je l'ai arrêté à temps? Tu l'as arrêté juste à temps, ma petite. Mais ils n'abandonneront pas facilement. Les gens comme ça, ils ne lâchent pas l'affaire quand il y a encore de l'argent en jeu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser au dessin d'Emma, à son acceptation innocente que mamie ne pouvait plus être avec eux parce qu'elle était malade. Comment réparer ce genre de poison? Comment récupérer une relation avec des petits-enfants à qui on a appris à vous voir comme dangereuse, instable, peu fiable? Mais sous le chagrin, il y avait autre chose. Quelque chose dont j'avais presque oublié l'existence. La colère. Une colère propre, juste, énergisante face à l'injustice de ce qu'ils avaient fait. Pas seulement le vol financier, bien que ce soit déjà assez criminel, mais la destruction systématique de ma réputation, de mes relations avec mes petits-enfants, de mon sens de la réalité lui-même. Ils avaient essayé de m'effacer de ma propre vie et j'avais failli les laisser faire. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé Maître Isabelle Chevalier sur son numéro personnel. Elle me l'avait donné en cas d'urgence. « Je veux aller de l'avant avec tout », lui ai-je dit. Les accusations de fraude financière, le signalement d'usurpation d'identité, tout, et je veux documenter leur tentative de me faire déclarer incompétente. Vous êtes sûr? Une fois que nous aurons lancé ce processus, il n'y aura pas de retour en arrière au dîner de famille et à prétendre que tout va bien. Il n'y aurait jamais eu de retour en arrière, ai-je dit. Ils s'en sont assurés hier. Les rouages judiciaires se sont mis en marche lentement, mais inévitablement. En 1 semaine, Mathieu a reçu un avis l'informant qu'il faisait l'objet d'une enquête pour abus de faiblesse sur personnes âgées. Juliette a reçu des lettres concernant les cartes de crédit et les prêts qu'ils avaient contractés à mon nom. Le compte de crypto-monnaie a été gelé en attendant l'enquête. Maître Chevalier était minutieuse et implacable. Elle avait déjà vu ce schéma.
Des enfants adultes qui considéraient leurs parents vieillissants comme des distributeurs automatiques, qui justifièrent leur vol par des inquiétudes concernant la capacité mentale déclinante de leurs parents. La loi, m'a-t-elle assuré, avait enfin commencé à rattraper cette forme particulière de trahison familiale. La première réaction de Mathieu a été exactement ce à quoi je m'attendais. Un appel téléphonique plein de confusion blessée et d'accusations selon lesquelles je détruisais la famille. Comment pouvais-je impliquer des avocats dans ce qui aurait dû être une affaire familiale privée? Ne comprenais-je pas que tout ce qu'il avait fait était pour mon bien? « Tu es malade, maman », a-t-il dit, sa voix prenant ce ton patient que les gens utilisent avec les enfants ou les handicapés mentaux. Ces avocats profitent de ta confusion. Ce sont eux qui te volent, pas moi. Mais je n'étais plus confuse. J'étais la plus lucide que j'ai été depuis des années. « Mathieu, dis-je calmement, j'ai des copies de chaque document frauduleux, de chaque signature falsifiée, de chaque transaction non autorisée. Mon avocate a tout examiné avec des experts financiers. Ce n'est pas de la confusion. Ce sont des preuves. » Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré jusqu'à ce que je pense qu'il avait peut-être raccroché. « Si tu vas jusqu'au bout, a-t-il dit finalement, tu ne reverras plus jamais tes petits-enfants. La voilà. La menace ultime. L'arme qu'il avait gardée en réserve pour ce moment précis. Ce choix t'appartient, ai-je répondu. Mais je ne me laisserai pas réduire au silence par le chantage à propos des crimes commis contre moi. Il a raccroché sans dire au revoir. Les semaines suivantes furent un étrange mélange de procédures judiciaires et de profonde solitude. J'ai rencontré des enquêteurs, signé des déclarations sous serment, fourni des documents sur des années de manipulation financière. Chaque réunion révélait de nouvelles couches de tromperie, des investissements que j'aurais soi-disant autorisés, des partenariats commerciaux conclus avec ma signature falsifiée, même une police d'assurance vie sur moi avec Mathieu comme unique bénéficiaire. L'ampleur de la chose était stupéfiante. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils avaient colonisé toute mon identité financière, me transformant en une ressource pour leurs ambitions et leurs choix de vie. Mais le plus difficile n'était pas l'argent. C'était l'isolement. Ma fille Lise a appelé une fois, sa voix tendue avec ce qui semblait être des arguments répétés. « Maman, je pense que tu devrais savoir que Mathieu et Juliette sont très inquiets pour toi. Cette vendetta que tu poursuis, ce n'est pas sain. Peut-être que tu devrais envisager de parler à quelqu'un? Un thérapeute ou... Tu veux dire un psychiatre? L'interrompis-je. Quelqu'un qui pourrait fournir des documents sur ma prétendue incapacité mentale. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire, Lise. Et le fait que tu participes à cette campagne pour me discréditer me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur où se situent tes loyautés. J'ai raccroché au nez de ma propre fille pour la première fois de ma vie. Le silence qui a suivi était absolu. Pas d'appel, pas de texto, pas de rencontre fortuite au spectacle de l'école ou au match de foot des petits-enfants. J'avais été effacée de leur vie aussi efficacement qu'ils avaient essayé d'effacer mon indépendance financière. L'isolement aurait dû me briser. Pendant la plus grande partie de ma vie, il l'aurait fait. J'aurais rampé, me serais excusée de m'être défendue, j'aurais accepté les miettes d'affection qu'ils étaient prêts à m'offrir en échange de l'abandon des charges et du retour à mon rôle de compte en banque familiale. Mais quelque chose avait changé en moi pendant ce terrible dîner de Noël. Quelque chose de fondamental dans la façon dont je me voyais et ce que j'étais prête à accepter. Peut-être était-ce le fait de comprendre enfin que leur amour avait toujours été conditionnel. Conditionnel à mon utilité, à ma conformité, à ma volonté de me ruiner pour leur bénéfice. Peut-être était-ce la validation de l'avocate que je n'étais ni folle ni paranoïaque, que tout ce que j'avais soupçonné était non seulement vrai, mais criminel. Ou peut-être avais-je simplement atteint ce point dans la vie où la peur d'être seule devenait moins puissante que le besoin d'être authentique. J'ai commencé à remplir mes journées différemment. Au lieu d'attendre près du téléphone des appels qui ne venaient jamais, j'ai fait de longues promenades le long de la Dule. J'ai découvert le Palais des Beaux-Arts et j'ai passé des après-midi à leurs conférences et concerts gratuits. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque locale où d'autres femmes de mon âge discutaient de romans, de mémoires et d'idées qui n'avaient rien à voir avec ce que nous pouvions fournir aux autres. L'enquête financière avançait avec une lenteur bureaucratique,
mais elle avançait. Les comptes bancaires ont été gelés, les rapports de crédit ont été corrigés, et lentement, douloureusement, mon identité m'a été rendue. Mais la vraie transformation se passait à l'intérieur de moi. Un soir de février, alors que je lisais dans mon salon avec une tasse de thé et mon chat dormant sur mes genoux, je l'avais adopté d'un refuge après que Mathieu ait insisté pendant des décennies que les animaux de compagnie étaient trop de problèmes. Mon téléphone a sonné. C'était Emma. « Mamie ?» Sa voix était petite et incertaine. « J'ai reçu ta lettre. J'avais envoyé des cartes d'anniversaire aux 3 petits-enfants, ne sachant pas s'ils les recevraient un jour. Apparemment, au moins une était parvenue. « Salut, ma chérie. Comment vas-tu? »« Ça va. Papa a dit que tu étais malade, mais ta lettre ne sonnait pas malade. Elle sonnait comme toi. Les enfants ont une capacité étrange à percer les tromperies des adultes et à voir la vérité clairement. Je ne suis pas malade, Emma. En fait, je me sens mieux que je ne me suis sentie depuis très longtemps. Tu es toujours ma mamie? » La question m'a brisé le cœur. Je serai toujours ta mamie, ma chérie. Quoi que quiconque dise ou fasse, ça ne changera jamais. Nous avons parlé pendant 10 minutes avant que j'entende la voix de Juliette en arrière-plan, vive d'alarme. L'appel s'est terminé brusquement, mais pas avant qu'Emma ne murmure. « Je t'aime, mamie. » Cette nuit-là, j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis la mort d'Henri. Pas de tristesse, mais du soulagement écrasant de savoir qu'au moins une relation dans ma famille pourrait être sauvée. Que mes petits-enfants ne seraient peut-être pas définitivement empoisonnés contre moi. Cela m'a donné de l'espoir, mais cela a aussi renforcé ma détermination. Je me battais non seulement pour ma sécurité financière, mais pour le droit d'être leur grand-mère sans avoir à acheter ce privilège avec ma dignité et mon indépendance. Le printemps est arrivé tôt cette année-là, la neige fondant en ruisseaux qui emportèrent l'hiver dans les égouts et vers le canal. J'avais l'impression de vivre mon premier vrai printemps depuis des décennies, non pas seulement survivre jusqu'à ce que le temps s'améliore, mais célébrer réellement le retour de la lumière, de la chaleur et des possibilités. L'affaire judiciaire prenait de l'ampleur. Les associés de Mathieu étaient interrogés sur les investissements réalisés avec mon autorisation falsifiée. Le cabinet d'avocats de Juliette menait une enquête interne après avoir appris qu'un de leurs associés avait été impliqué dans une usurpation d'identité. L'institution financière qui avait permis tant de transactions frauduleuses faisait face à des sanctions réglementaires. Mais plus important encore, je me construisais une nouvelle vie. J'avais commencé à faire du bénévolat dans un centre pour personnes âgées, enseignant les bases de l'informatique à d'autres aînés intimidés par la technologie. C'était bon de se sentir à nouveau utile, mais utile par choix plutôt que par manipulation. Madame Dubois et moi étions devenus des amis proches, passant des soirées ensemble à regarder de vieux films et à partager des histoires sur les vies que nous avions vécues avant de devenir définies uniquement par nos relations avec les autres. Elle avait été enseignante pendant 40 ans avant de prendre sa retraite, et ses éclairages sur le comportement humain m'ont aidé à comprendre des schémas auxquels j'avais été aveugle pendant des décennies. « Les gens prendront tout ce que tu es prête à donner », m'a-t-elle dit un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil depuis son balcon. L'erreur que nous commettons est de penser que donner plus les fera nous aimer plus. Mais le respect et l'amour ne sont pas la même chose. Tu ne peux pas acheter l'un avec l'autre. J'apprenais à vivre avec moins de contact avec les membres de ma famille, moins de responsabilité pour les problèmes des autres, moins de certitude sur ce que l'avenir me réserverait. Mais je vivais aussi avec plus de paix, plus de respect de moi-même, plus de liens authentiques avec des gens qui me valorisaient, pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. La percée a eu lieu en juin. Maître Chevalier m'a appelé un mardi matin pour m'annoncer que le bureau du procureur était prêt à porter des accusations formelles contre Mathieu et Juliette pour abus de faiblesse, usurpation d'identité et fraude. Les preuves étaient accablantes, et ils avaient retrouvé des schémas similaires avec d'autres membres âgés de la famille élargie de Juliette. Il ne s'agissait jamais seulement de vous, a expliqué Maître Chevalier. Ils exploitaient systématiquement les parents plus âgés depuis des années. Votre cas était simplement le plus largement documenté. J'aurais dû me sentir vengée, triomphante. Au lieu de cela, je me sentais surtout fatiguée. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Ils se verront probablement proposer un plaidé coupable,
restitution, sursis, travaux d'intérêt général. S'il refuse et que l'affaire va au procès, il pourrait encourir une peine de prison importante. La prison. Pour mon fils. Pour le bébé que j'avais bercé, l'enfant à qui j'avais appris à faire du vélo, le jeune homme dont j'avais été si fière lorsqu'il a obtenu son diplôme. Je dois y réfléchir, dis-je. Madame Lefebvre, vous n'avez à réfléchir à rien. L'État poursuit ces crimes que vous coopériez ou non. Votre décision est de savoir si vous voulez être impliqué dans la demande de restitution de vos pertes. Cet après-midi-là, j'ai marché jusqu'au bord de la Deule et je me suis assise sur mon banc préféré, celui où j'avais rencontré Éléonore il y a tous ces mois. L'eau était agitée par le vent d'été, pleine de voiliers et de kayakistes profitant du beau temps. J'ai pensé au pardon et à la justice, à la différence entre permettre et aimer, au genre de grand-mère que je voulais être pour Emma, Théo et Sarah. Une famille qui passait à attirer mon attention, 3 générations profitant d'un après-midi ensemble. La grand-mère avait probablement mon âge, riant de quelque chose que sa petite-fille adolescente avait dit, complètement à l'aise dans son rôle de matriarche de la famille, pas le compte en banque de la famille, pas le bouc émissaire de la famille, juste une femme qui était clairement aimée et respectée pour exactement qui elle était. Je voulais ça. Pas seulement pour moi, mais pour mes petits-enfants. Je voulais qu'ils grandissent en comprenant que l'amour ne nécessite pas de transactions financières, que les relations familiales doivent être basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation, que leur grand-mère méritait d'être traitée avec la même décence élémentaire qu'ils attendraient pour eux-mêmes. La décision s'est cristallisée à ce moment-là. Je ne retirerai pas les accusations. Je n'accepterai pas un retour aux anciens schémas. Si mon fils et ma belle-fille voulaient une relation avec moi, ils devraient la mériter, en démontrant qu'ils pouvaient me traiter comme un être humain digne de respect plutôt que comme une ressource à gérer. Cela signifiait accepter que je n'aurais peut-être jamais de relation familiale traditionnelle avec mes petits-enfants. Cela signifiait vivre avec la possibilité de passer mes dernières années avec un contact limité avec les personnes que j'avais le plus aimées au monde. Mais cela signifiait aussi vivre avec intégrité, avec respect de soi, avec la certitude que j'avais enfin appris à me valoriser suffisamment pour exiger que les autres fassent de même. La confrontation que je redoutais a eu lieu en août. Mathieu a appelé et a demandé à me rencontrer. Pas à son appartement, pas au mien, mais dans un café du Vieux-Lille où nous serions en public et, espérons-le, civilisés. Il avait l'air plus âgé quand je l'ai vu, plus grisonnant, l'arrogance confiante que j'avais vue à Noël, remplacée par quelque chose de plus incertain. Il avait perdu du poids, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux qui suggéraient qu'il ne dormait pas bien. « Maman » a-t-il dit, se levant quand je me suis approchée de sa table. « Merci d'avoir accepté de me voir. » Je me suis assise en face de lui, notant le café et la pâtisserie chère qu'il avait déjà commandée. Même maintenant, même dans ces circonstances, il dépensait de l'argent qu'il m'avait probablement volé. « Les avocats disent que vous êtes prête à envisager un accord, » a-t-il commencé sans préambule. Les avocats disent beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu dis, toi, Mathieu? Il a semblé mal à l'aise avec la question, comme s'il s'attendait à ce que ce soit une négociation commerciale plutôt qu'une conversation entre une mère et son fils. Je dis que tout ça est allé trop loin. Je n'ai jamais voulu que les choses deviennent si compliquées. Compliquées. Comme si la fraude financière systématique n'était qu'un malentendu mineur. Qu'est-ce que tu voulais, alors? Quand tu as falsifié ma signature sur des documents de prêt? Quand tu as ouvert des comptes de crédit à mon nom? Quand tu as dit aux gens que j'avais la démence? Il a tressailli à chaque question, mais n'a pas répondu directement. « J'essayais de t'aider, » a-t-il dit finalement. « Tu ne gérais pas bien tes finances après la mort de papa. Tu étais vulnérable aux arnaqueurs, aux gens qui pourraient profiter de toi. J'ai pensé que si je pouvais consolider tes comptes, m'assurer que tout était géré correctement. »« Arrête, » l'interrompis-je. « Arrête tout de suite. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Tu ne me protégeais pas des arnaqueurs. L'arnaqueur, c'était toi. » Le masque est tombé un instant, et j'ai vu la colère traverser son visage avant qu'il ne se reprenne. « Très bien, » a-t-il dit. « Tu veux la vérité? La vérité, c'est que tu es vieille, et que tu vas bientôt mourir.
et que cet argent ne faisait que dormir en ne rapportant presque rien, alors que nous luttons pour construire une vie pour nos enfants. Nous pensions que tu comprendrais. Nous pensions que tu voudrais aider. La voilà. La vraie vérité sous tous les mensonges, les justifications et le détournement cognitif. J'allais bientôt mourir, donc mon argent était déjà le leur. Mon autonomie, ma dignité, mon droit de contrôler mon propre avenir financier, rien de tout ça n'avait d'importance parce que j'étais juste la gardienne temporaire de ressources qui leur appartenaient de droit. Et si je ne l'avais pas découvert, ai-je demandé doucement, si je n'avais jamais découvert ce que tu faisais? Il a haussé les épaules, sans me regarder dans les yeux. Tu ne l'aurais probablement pas fait. Tu ne prêtais pas beaucoup d'attention aux détails, parce que je lui faisais entièrement confiance. Parce que quand votre enfant gère vos finances, vous supposez qu'il agit dans votre meilleur intérêt plutôt que de piller systématiquement les économies de votre vie. Et les enfants? Ai-je demandé. Et Emma qui demande pourquoi mamie ne peut plus être avec eux parce qu'elle est malade? Cette fois, il a semblé avoir honte. Juliette pensait que ce serait plus facile pour eux s'ils comprenaient pourquoi tu pouvais être difficile, parfois difficile, parce que me défendre, remettre en question une fraude évidente, exiger une honnêteté de base, c'était de la difficulté plutôt que de l'autopréservation. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. J'ai observé les familles aux autres tables, des familles normales où 3 générations pouvaient partager un repas sans que des enquêtes criminelles ne pèsent sur leur tête, et j'ai ressenti une profonde tristesse pour ce que nous avions perdu. Ou peut-être ce que nous n'avions jamais vraiment eu. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Mathieu ?» ai-je demandé finalement. « Je veux que tu retires les accusations. Je veux qu'on règle ça en famille. Je veux que mes enfants retrouvent leur grand-mère. Et qu'est-ce que tu es prêt à me donner en retour ?» La question a semblé le surprendre, comme s'il s'attendait à ce que sa demande soit suffisante, que son désir de réconciliation l'emporte automatiquement sur mon besoin de justice. « On te remboursera l'argent » a-t-il dit à contre-cœur. « Ça prendra du temps, mais on établira un plan de paiement. » Tout? Y compris les investissements en crypto-monnaie que tu as faits à mon insu? Les entreprises que tu as financées avec mes signatures falsifiées? Les comptes de retraite sur lesquels tu as emprunté? Son visage est devenu pâle. Clairement, il n'avait pas réalisé à quel point j'avais documenté l'étendue de son vol. « On peut trouver un arrangement », a-t-il dit faiblement. « Et quelle garantie ai-je que tu ne recommenceras pas? Que tu n'attendras pas 6 mois ou 1 an pour décider qu'une nouvelle crise justifie de te servir dans mes ressources? » Il n'avait pas de réponse à ça, car nous savions tous les deux qu'il n'y avait aucune garantie. La confiance, une fois brisée si complètement, ne guérit pas simplement parce que quelqu'un promet de faire mieux. « Je suis ton fils », a-t-il dit finalement, comme si cela devait suffire. « Oui », ai-je convenu. « Tu es mon fils, et cela rend ce que tu as fait bien pire, pas mieux. » Je me suis levée pour partir, mais il m'a attrapé le bras. « S'il te plaît, maman, ne fais pas ça. Ne détruis pas notre famille pour de l'argent. » J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, pas violente mais possessive, contrôlante, présomptueuse, et j'ai senti le reste de ma sympathie pour lui s'évaporer. « Je ne détruis pas notre famille, Mathieu. Tu l'as déjà fait quand tu as décidé que je valais plus pour toi en tant que victime qu'en tant que mère. » J'ai libéré mon bras et je suis sortie de ce café en sachant que je ne m'assierai plus jamais en face de mon fils, à moins que ce ne soit dans une salle d'audience. Le procès, quand il a finalement eu lieu, a été à la fois décevant et dévastateur. Mathieu et Juliette ont tous deux plaidé coupables à des accusations réduites en échange de la restitution et d'un sursis. Ils ont évité la prison, mais leur réputation a été détruite. Juliette a perdu son emploi au cabinet d'avocats. L'entreprise de Mathieu s'est effondrée lorsque ses associés ont appris les accusations de fraude. J'aurais dû me sentir vengée, mais je me sentais surtout vide. L'argent qu'ils ont rendu, environ 60% de ce qu'ils avaient volé, m'a permis de stabiliser mes finances et d'assurer mon avenir. Mais aucune restitution ne pouvait restaurer les années de confiance trahies, les relations familiales empoisonnées, les liens grand-mère-petits-enfants qui avaient été instrumentalisés. Emma m'a appelée une fois de plus après le procès, sa voix soigneusement préparée mais toujours sincèrement aimante. « Mamie,
Maman dit que je devrais te dire qu'on est désolé pour le malentendu. Malentendu. Même dans leurs excuses, ils ne pouvaient pas reconnaître la réalité de ce qu'ils avaient fait. Il n'y a pas eu de malentendu, ma chérie, lui ai-je dit doucement. Parfois, les adultes font de mauvais choix, et il y a des conséquences. Ce n'est pas de ta faute, et ça ne change rien à l'amour que j'ai pour toi. Quand est-ce que je pourrais te revoir? C'était la question que je redoutais, car je n'avais pas de bonne réponse. Je ne sais pas, Emma. Ça dépend de tes parents. Mais je veux que tu saches que je pense à toi tous les jours, et j'espère qu'un jour, quand tu seras plus grande, tu comprendras pourquoi j'ai dû faire des choix difficiles. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement silencieux et j'ai pleuré les relations qui auraient tant pu être. Pour la grand-mère que j'avais voulu être. Pour l'héritage familial que j'avais espéré laisser derrière moi. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des décennies. La paix. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, je n'attendais pas que quelqu'un d'autre définisse ma valeur. Je ne mesurais pas ma valeur à ce que je pouvais donner ou à quel point on avait besoin de moi. Je ne marchais pas sur des œufs, essayant d'anticiper ce que les autres voulaient de moi et de le leur fournir avant qu'ils ne soient déçus. J'étais simplement Martine Lefebvre, une femme de 73 ans vivant seule à Lille, responsable uniquement de son propre bonheur et de son bien-être. C'était à la fois terrifiant et libérateur. Cet hiver-là, au lieu de passer Noël seule dans mon appartement à penser au dîner de famille auquel je n'étais pas invitée, j'ai fait quelque chose d'inédit. Je me suis réservé une croisière de vacances dans les Caraïbes. La suite que j'ai choisie avait un balcon avec vue sur l'océan, avec service en chambre et ménage quotidien, et absolument aucune responsabilité, sauf de décider si je voulais assister au spectacle du soir ou lire tranquillement dans ma cabine. Le matin de Noël, je me suis réveillée avec le soleil qui filtrait par la fenêtre de ma cabine et le bruit des vagues contre la coque du navire. J'ai commandé le petit déjeuner dans ma chambre. Fruits frais, pain perdu et café que quelqu'un d'autre avait préparé. Et je l'ai mangé en regardant les dauphins jouer dans le sillage du navire. C'était le Noël le plus paisible que j'ai eu en 20 ans. Cet après-midi-là, j'ai assisté à un concert de Noël donné par les musiciens du navire. La femme assise à côté de moi avait à peu près mon âge, voyageant seule comme moi, et pendant l'entracte, nous avons engagé la conversation. « Première croisière en solo ?» a-t-elle demandé. « Première chose en solo », ai-je admis. J'ai passé toute ma vie d'adulte à m'occuper des autres. Ce sont mes premières vacances juste pour moi. Elle a souri d'un air entendu. J'ai commencé à voyager seule après mon divorce. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Quand on n'est pas responsable du bon temps de quelqu'un d'autre, on découvre ce qui nous rend vraiment heureux. Ce qui me rend vraiment heureuse. J'ai réalisé que je n'avais pas réfléchi à cette question depuis des décennies. Au cours des jours suivants, alors que j'explorais de nouveaux ports, que j'essayais de nouveaux plats et que je rencontrais de nouvelles personnes, j'ai commencé à dresser une liste de choses qui m'apportaient une joie authentique plutôt que la satisfaction du devoir accompli. J'aimais le café du matin sur mon balcon en regardant le lever du soleil. J'aimais les conversations avec des inconnus qui ne savaient rien de mon drame familial et me voyaient simplement comme une femme intéressante avec ses propres histoires à raconter. J'aimais avoir assez d'argent sur mon compte en banque pour commander tout ce que je voulais du menu du service en chambre sans calculer si je pouvais me le permettre. J'aimais ne pas vérifier constamment mon téléphone pour des messages qui ne venaient jamais. J'aimais prendre des décisions basées sur mes propres préférences, plutôt que d'essayer d'anticiper ce que les autres attendaient de moi. J'aimais le sentiment de possibilité qui venait avec le réveil dans un nouvel endroit chaque jour. Surtout, j'aimais la version de moi-même que je devenais, indépendante, confiante, sans excuse pour prendre ma place dans le monde. Quand je suis revenue à Lille en janvier, j'étais différente. Pas seulement ressourcée par les vacances, mais fondamentalement changée dans la façon dont je me voyais et voyais ma place dans le monde. J'ai commencé à faire d'autres changements. J'ai redécoré mon appartement, remplaçant les meubles délavés et les tapis usés par des choses que j'aimais vraiment plutôt que des choses que je pensais que les autres trouveraient acceptables. J'ai rejoint un groupe de voyage pour seniors et j'ai commencé à planifier d'autres voyages. J'ai suivi un cours d'aquarelle et j'ai découvert que j'avais des capacités artistiques que je n'avais jamais explorées.
Mais le plus grand changement était interne. J'ai arrêté d'attendre que ma famille me contacte. Arrêté de vérifier mon téléphone avec espoir toutes les quelques heures. Arrêté de mesurer ma valeur par leur approbation ou leur désapprobation. Au lieu de cela, j'ai construit une nouvelle vie centrée sur mes propres intérêts et valeurs. Madame Dubois et moi sommes devenues des compagnes de voyage, faisant des escapades de week-end à Bruges, Gand et d'autres villes que nous avions toujours voulu visiter. Éléonore, la femme que j'avais rencontrée au bord de l'eau, m'a présentée à son club de lecture, et je me suis retrouvée au sein d'une communauté de femmes qui avaient aussi appris à se valoriser suffisamment pour exiger le respect des autres. J'ai commencé à écrire, d'abord dans un journal, puis des nouvelles que je partageais avec mon groupe d'écriture au centre communautaire. Beaucoup de mes histoires parlaient de femmes plus âgées qui avaient passé leur vie à tout donner à leur famille pour découvrir que leur amour avait été tenu pour acquis, leurs sacrifices non appréciés, leurs identités effacées. Écrire ces histoires m'a aidé à traiter ma propre expérience, mais cela m'a aussi connectée avec d'autres femmes qui avaient vécu des luttes similaires. Des femmes qui avaient appris trop tard que l'amour ne devrait jamais exiger le sacrifice complet de l'estime de soi. Le printemps est revenu, et avec lui, une lettre inattendue. C'était d'Emma, maintenant âgée de 12 ans et au collège. Son écriture s'était améliorée, mais plus important encore, sa pensée avait mûri. « Chère mamie », commençait-elle. « J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé, et je voulais te dire que je ne pense pas que tu avais tort. Papa et maman ont pris ton argent sans demander, et c'est du vol. Je serais en colère aussi si quelqu'un me volait, même s'il disait que c'était pour m'aider. Tu me manques, et j'espère qu'un jour nous pourrons redevenir amis quand je serai assez grande pour prendre mes propres décisions sur les personnes avec qui je veux passer du temps. Je t'embrasse, Emma. J'ai pleuré en lisant cette lettre, non pas de tristesse, mais de joie, de fierté et d'espoir. Ma petite fille devenait une personne intègre, quelqu'un qui pouvait reconnaître le bien du mal, même quand c'était gênant, même quand cela signifiait reconnaître que les adultes de sa vie avaient commis de graves erreurs. J'ai répondu immédiatement, lui disant à quel point j'étais fière de sa capacité à penser de manière indépendante, à quel point sa lettre comptait pour moi, et combien j'attendais avec impatience le jour où nous pourrions reconstruire notre relation sur une base de respect mutuel plutôt que d'obligation familiale. J'ai terminé la lettre par quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à son âge. Ne laisse jamais personne te convaincre que l'amour exige que tu acceptes le manque de respect. Les personnes qui tiennent vraiment à toi te traiteront avec gentillesse et honnêteté, et elles ne te demanderont jamais de sacrifier ton propre bien-être pour leur confort. Cet été-là, pour mon 74e anniversaire, je me suis organisé une fête. Pas une réunion de famille où je cuisinais, nettoyais et répondais aux besoins de tout le monde, mais une véritable célébration de ma vie et de mes accomplissements. J'ai invité Madame Dubois et Éléonore, les femmes de mon club de lecture, du groupe de voyage et du cours de peinture. Nous avons mangé des plats de mon restaurant mexicain préféré, bu du bon vin et passé la soirée à partager des histoires et des rires. À un moment donné, Madame Dubois s'est levée pour porter un toast. « À Martine », a-t-elle dit en levant son verre, qui nous a toutes appris qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir, qui nous a montré qu'exiger le respect ne rend pas égoïste, cela rend forte. En regardant autour de la table ces femmes qui étaient devenues ma famille de cœur, j'ai ressenti un contentement que je n'avais jamais connu auparavant. Pas la satisfaction anxieuse d'être nécessaire, mais le bonheur authentique d'être appréciée pour qui j'étais, plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Plus tard dans la soirée, assise sur mon balcon à regarder les lumières se refléter sur l'eau, j'ai pensé à ce Noël où mon fils m'avait hurlé que je gâchais tout. Il avait raison d'une certaine manière. J'avais tout gâché, chaque dynamique manipulatrice, chaque relation d'exploitation, chaque schéma qui exigeait que je me diminue pour que les autres se sentent plus grands. Mais ce que j'avais construit à la place de ces schémas toxiques était tellement mieux. Une vie basée sur l'authenticité plutôt que sur la performance. Des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur des transactions financières. Des journées remplies d'activités qui m'apportèrent de la joie plutôt que des obligations qui vidaient mon esprit. J'ai pensé à la suite que j'avais réservé ce premier Noël après la confrontation,
La vue sur la mer qui m'avait rappelé qu'il y avait de vastes horizons au-delà du petit monde étouffant dans lequel j'avais vécu. Cette chambre avait été plus qu'un simple hébergement d'hôtel. Elle avait été le symbole de mon engagement à me valoriser suffisamment pour investir dans mon propre bonheur. Maintenant, 2 ans plus tard, je vivais cet engagement chaque jour. Au moment où j'écris ces lignes, cela fait 3 ans depuis ce terrible dîner de Noël. 3 ans depuis que j'ai découvert l'étendue de la trahison de ma famille. 3 ans depuis que j'ai appris à dire non et à le penser. Mathieu et Juliette ont divorcé l'année dernière. Apparemment, le stress financier et les enquêtes criminelles ne sont pas excellents pour un mariage construit sur l'exploitation mutuelle. Il est retourné vivre chez ses parents à Bruxelles et elle a déménagé en Californie avec les enfants. Emma m'écrit, de temps en temps, ses lettres montrant une maturité et une indépendance croissante. Théo m'a envoyé un dessin qu'il a fait en cours d'art plastique le mois dernier. Sarah ne se souvient probablement pas du tout de moi, mais c'est peut-être mieux ainsi. Peut-être qu'elle grandira dans une famille qui a appris à aborder ses problèmes honnêtement, plutôt qu'en faisant des membres les plus vulnérables des boucs émissaires. Je ne sais pas si j'aurai un jour une relation avec mes petits-enfants qui ressemble à ce que j'espérais autrefois. Je ne sais pas si mon fils reconnaîtra un jour la profondeur du mal qu'il a causé ou prendra une véritable responsabilité pour ses actes. Ce que je sais, c'est que j'ai appris à construire une vie pleine de sens qui ne dépend pas de leur reconnaissance ou de leur approbation. J'ai appris que l'amour sans respect est de la manipulation, que les relations familiales doivent être méritées, pas supposées, que fixer des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour la survie émotionnelle. Plus important encore, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir, jamais trop tard pour dire assez. Jamais trop tard pour s'éloigner des gens qui vous traitent mal, même si, surtout si, ce sont des gens que vous aimez. La femme que je suis maintenant ressemble à peine à la personne anxieuse et soucieuse de plaire que j'étais il y a 3 ans. Je dors mieux, je ris plus, je m'inquiète moins. J'ai des amitiés basées sur une affection sincère plutôt que sur un besoin mutuel. J'ai des passe-temps qui nourrissent mon âme plutôt que des obligations qui la drainent. Quand les gens me posent des questions sur ma situation familiale, je leur dis la vérité. J'ai pris la décision difficile de donner la priorité à mon propre bien-être plutôt que de maintenir des relations qui me nuisaient. Certaines personnes comprennent immédiatement. D'autres me regardent avec un mélange de pitié et de jugement, incapables d'imaginer choisir l'indépendance plutôt que le lien familial. Je n'essaie de convaincre personne. J'ai appris que les gens qui n'ont pas vécu un abus émotionnel et financier systématique ne peuvent souvent pas comprendre le courage qu'il faut pour s'en libérer, surtout quand il vient de membres de la famille. Mais j'ai aussi appris que mon histoire résonne avec plus de gens que je ne l'aurais jamais cru. Les femmes plus âgées, en particulier, qui ont passé leur vie à tout donner à des enfants et petits-enfants qui ont tenu cette dévotion pour acquise. Des femmes à qui on a dit qu'elles étaient égoïstes de vouloir un respect de base, paranoïaques de remettre en question une tromperie évidente, difficile d'avoir des limites. Des femmes qui, comme moi, ont dû apprendre qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de vous abuser. Qu'être une bonne mère ou grand-mère n'exige pas d'accepter une exploitation illimitée. Que la loyauté familiale est une voie à double sens, ou devrait l'être. Si vous avez écouté mon histoire et que vous vous y êtes reconnu, si vous avez ressenti cette douleur familière d'aimer des gens qui ne semblent pas vous valoriser au-delà de ce que vous pouvez leur fournir, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous méritez mieux. Vous méritez d'être traité avec la même gentillesse et le même respect que vous montrez aux autres. Vous méritez des relations qui n'exigent pas que vous vous ruiniez financièrement ou émotionnellement. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez donner. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à exiger ces choses. Ce ne sera pas facile. Les gens qui bénéficient de votre don sans fin résisteront lorsque vous commencerez à fixer des limites. Ils essaieront de vous faire sentir coupable, égoïste, déraisonnable. Ils pourraient menacer de vous exclure complètement de leur vie si vous ne revenez pas à vos anciens schémas d'autosacrifice. Laissez-les faire. Quiconque vous abandonnerait pour avoir refusé d'être exploité ne vous a jamais vraiment aimé en premier lieu. Ils aimaient ce que vous pouviez faire pour eux, ce qui n'est pas du tout la même chose. La solitude que vous ressentez lorsque vous commencez à vous donner la priorité pourrait être écrasante au début.
Je ne vais pas vous mentir. Il y a eu des nuits où je me suis demandé si j'avais commis une terrible erreur, si être seule était pire que d'être méprisée, mais cette solitude passe. Et ce qui la remplace est tellement mieux que ce que vous avez perdu. La paix, le respect de soi. Des liens authentiques avec des personnes qui vous apprécient à votre juste valeur. Des journées remplies d'activités que vous choisissez plutôt que d'obligations imposées par d'autres. La liberté d'être vous-même sans constamment jouer un rôle pour l'approbation de quelqu'un d'autre. La confiance qui vient de savoir que vous pouvez prendre soin de vous. La dignité de vivre selon vos propres valeurs plutôt que selon les attentes de quelqu'un d'autre. Il n'est jamais trop tard pour réserver votre propre suite avec vue sur la mer. Jamais trop tard pour choisir le vaste horizon plutôt que la pièce étouffante qui vous a été assignée. Il vous suffit d'être prêt à franchir la porte. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire à ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui? Avez-vous connu la douleur de réaliser que l'amour familial avait des coûts cachés, que votre générosité était exploitée par les personnes mêmes qui vous étaient les plus chères? Veuillez partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Faites savoir aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte, qu'il est possible de reprendre sa vie et sa dignité en main, peu importe votre âge ou depuis combien de temps vous êtes piégé dans ces schémas. Si mon histoire a touché quelque chose dans votre cœur, si elle vous a donné de l'espoir, de la validation ou le courage d'envisager des changements dans votre propre vie, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Cela m'aide à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces mots, d'autres femmes et hommes qui luttent pour trouver leur chemin hors de relations qui les diminuent, plutôt que de les célébrer. Votre histoire compte. Votre douleur est valide. Votre avenir peut être différent. Il vous suffit d'être assez courageux pour vous choisir. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir permis de partager la période la plus difficile et la plus transformatrice de ma vie. Merci de faire partie d'une communauté qui comprend que l'amour ne devrait jamais exiger le sacrifice du respect de soi. Jusqu'à notre prochaine rencontre, souvenez-vous, vous êtes digne d'un amour qui ne vous coûte pas tout. Vous méritez des relations qui ajoutent à votre vie plutôt que d'en soustraire. Vous avez le droit d'être heureux, paisible et autonome, peu importe ce que les autres pensent de ces choix. La vue sur la mer vous attend. Il vous suffit d'avoir le courage de réserver la chambre.